Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les États membres de la communauté de l'Est Africa seront présents au Rwanda du 29 juin au 4 juillet de cette année, où ils participeront avec les forces rwandaises de défense et celles de la police et à des activités visant à améliorer la vie de la population. Ce programme annuel se tiendra pour la 5e fois après la participation de ces forces en Tanzanie l'année dernière. Le récit de Patrick Nyilidandi. Afin de renforcer la coopération entre la population et les services de sécurité, en particulier l'armée et la police, le Rwanda dispose déjà d'un programme annuel d'activités visant à aider la population dans différentes régions du pays. Le colonel Désiré Migambi affirme qu'au fil des ans, ces activités ont produit des résultats tangibles dans la vie de la population. Il s'agit d'une activité conjointe avec les armées des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, communément appelée Semaine de la CAE. Les représentants du groupe d'experts de forces conjointes de la communauté d'Afrique de l'Est, le lieutenant-colonel Joseph Kimani, affirme que l'objectif principal est de rapprocher la population des forces de sécurité, de les faire considérer comme des partenaires de développement plutôt comme de simples agents de sécurité. Nous devons aller à la rencontre de la population et la rapprocher des activités de développement. C'est ainsi qu'elle aura davantage confiance en nous et nous verra comme une force qui contribue au développement et qui l'unit en tant que communauté est-africaine. Lorsqu'elle nous verra et nous contactera, il nous sera plus facile de mettre en œuvre le plan d'intégration en tant que communauté. Cette semaine consacrée au rapprochement des activités militaires avec la population sera combinée à la semaine militaire et policière qui se déroule actuellement au Rwanda depuis 3 mois. La semaine des activités de la police et de l'armée se déroulera du 29 juin au 4 juillet prochain, jour où le Rwanda célèbre ses 31 ans de libération. 5 pays participeront, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Kenya. La dernière fois qu'il a eu lieu au Rwanda, c'était en 2019. Au cours d'une conférence de presse ce lundi, le bureau d'investigation du Rwanda, RIB, a annoncé qu'entre juin 2024 et mai 2025, 105 Rwandais ont été rapatriés du pays après avoir été victimes de trafic d'êtres humains. Les chiffres de RIB montrent qu'entre juin 2019 et juillet 2024, 39 personnes ont été interceptées à l'aéroport international de Kigali alors qu'elles étaient en voie de tomber dans le piège de trafiquants d'êtres humains, tandis qu'entre juillet 2024 et mars 2025, 57 personnes sur le point d'être victimes de la traite ont été interceptées mais n'ont pas quitté le territoire. Le porte-parole de RIB, le docteur Moulangela Thierry, affirme que la gravité du crime de traite des êtres humains ne doit pas être perçue en termes de chiffres, mais plutôt par l'atteinte à la dignité humaine. Le classement de 2025 du Financial Times, une publication britannique de premier plan, place le prestataire de services financiers rwandais Inkomoko au 8e rang parmi les 130 entreprises africaines à la croissance la plus rapide entre 2020 et 2023, après avoir enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de 212,2% sur cette période de 3 ans. Le récit de Patrick Nyilidandi. Selon les Financial Times, Inkomoko est la seule entreprise rwandaise figurant sur la liste, enregistrant une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de 211,2% sur cette période de 3 ans. Le rapport montre qu'en 2023, Inkomoko avait généré 3,99 millions de dollars américains contre seulement 160 000 dollars en 2020. L'entreprise a également considérablement accru ses effectifs, passant des 25 employés en 2020 à 130 en 2023.
Le PDG d'Inhomoko, Emmanuel Mugabo, indique que l'institution a accordé des prêts à plus de 100 000 entrepreneurs dans 5 pays, dont le Rwanda, pour des montants compris entre 150 000 et 70 millions de francs rwandais. Fondé au Rwanda en 2012, Inhomoko propose des services financiers et des produits d'assurance axés sur la technologie. Avec un taux d'intérêt de 10% et des échéances de 6 mois à 3 ans, l'entreprise a déboursé plus de 42 milliards de francs rwandais, soutenant ainsi les petites et moyennes entreprises et améliorant la vie de plus de 1,2 million de personnes. L'entrepreneur Seragura Aimé a bénéficié de 2 prêts d'Inhomoko, ce qui l'a aidé à développer son entreprise. Il partage son histoire de réussite avec Mobelarogo Yvonne, une autre entrepreneuse basée à Kigali et soutenue par l'institution. Inhomoko m'a aidé à développer mon activité grâce à un prêt que j'ai obtenu. Ils m'ont également appris à rentabiliser le prêt qu'ils proposent. J'ajoute également que leurs taux d'intérêt sont bas par rapport à ceux d'autres institutions financières. Je suis convaincu que grâce aux enseignements qu'ils m'ont apportés en matière de gestion financière, je vais accomplir beaucoup plus. L'argent que j'ai reçu m'a permis d'acheter des fours et des mixeurs que j'utilise maintenant. Je prévois de me développer. J'ai obtenu un prêt lorsque j'étais à Kimirongo, mais j'ai maintenant une succursale ici à Gasaraba. Je prévois de m'agrandir et d'acquérir davantage de motos pour effectuer des livraisons. D'ici à 2030, Inhomoko vise à soutenir au moins 550 000 entrepreneurs et à investir 200 milliards de francs rwandais pour l'objectif d'améliorer la vie des plus de 7,6 millions de personnes. Actuellement, Inhomoko opère dans 5 pays, le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Tchad. Voilà, place à l'invité du jour à l'occasion de la projection le 31 mai 2025 du documentaire consacré au capitaine Mbaye Diagne, une figure militaire et humanitaire dont l'engagement s'est révélé salvateur lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Christelle Avom. Vous êtes camerounaise, journaliste à la télévision nationale CRTV camerounaise. Exactement, bonjour et bonjour. Merci de me recevoir sur ce plateau. Oui, alors nous allons parler de la projection du documentaire intitulé Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser un documentaire sur le capitaine ? Bon, il faut déjà dire que j'ai longtemps investigué autour du génocide perpétré contre les Tutsis ici au Rwanda et à chaque fois c'était presque instinctif. J'étais à la recherche d'un héros parce que lorsque j'écoutais les témoignages des différents rescapés ou des anciennes victimes qui me disaient oui, il y a un voisin qui nous a aidés, il y a un monsieur qui nous a aidés, mais les héros n'étaient jamais vraiment cités. Alors je suis tombée sur cette histoire un peu par hasard grâce à l'ancien président de l'UPF, l'Union de la presse internationale, Madiambal Diagne, avec qui j'étais sur un projet de recherche et qui, lorsqu'il m'a parlé du capitaine Mbaye Diagne, je me suis dit, tiens, ça c'est l'histoire du héros que je cherche. Ouais. Alors qu'est-ce que vous recherchez, je dirais, quelles émotions ou réactions recherchez-vous à susciter chez le public avec ce documentaire ? Ben déjà, ce qui est essentiel, c'est de sensibiliser, pas seulement ici au Rwanda, mais partout. Surtout dans mon pays, le Cameroun, contre les messages de haine qui pourraient prendre de l'ampleur. Heureusement, nous sommes en train de lutter contre ça, mais aussi contre tout ce qui constitue les stigmates posés aux populations et de se dire, voilà, ça commence par une toute petite étincelle et si on la laisse, si on l'alimente, si on la laisse croître, alors elle embrasera sans doute la forêt. Oui, oui. Mais surtout, se souvenir que de ce soldat qui a choisi l'humanité.
Ouais. le souvenir du soldat essentiel. Alors justement, en parlant du capitaine Mbaye Diagne, au-delà du militaire, comment le décriraient ceux qui l'ont connu, comment ils le décriraient? Alors c'est un peu drôle, Michel, je vais vous dire. Au travers de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, tout le monde a décrit son sourire. Il avait un grand sourire. Et cela m'a fait penser à une histoire personnelle. Lorsque j'ai perdu mon père il y a 5 ans, une phrase m'est venue et mon sourire s'est éteint. Et lorsque j'ai rencontré tous les témoignages autour du capitaine Mbaye Diagne, et tout le monde me disait qu'il avait un grand sourire. Et tout de suite, j'ai fait cette superposition en me disant « Ah, ce sourire Ouais. C'est ce qui revient dans chaque témoignage, que ce soit des rescapés, que ce soit de l'ambassadeur du Sénégal même, qui le décrit sans l'avoir bien connu, mais qui le décrit comme un homme qui aimait l'humanité. Oui, et en parlant justement de ce documentaire qui parle de sa bravoure, dans le contexte tragique du génocide perpétré contre les Tutsis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette bravoure justement? De cette bravoure-là, il faut retenir le sens de l'engagement et du devoir, mais surtout choisir l'humanité au-delà même de la fonction. Ouais. Mais si on retourne sur la réalisation de ce documentaire, comment avez-vous pu, je dirais, collectionner les informations de par les militaires, les rescapés, tous ceux qui l'ont connu justement pendant cette période? Ben déjà, c'était un travail de longue haleine parce qu'il fallait retrouver, 30 ans plus tard, il fallait retrouver, parce que c'est un travail qui a commencé en 2024, il fallait retrouver déjà les témoins de l'histoire. Certains ont parlé, mais n'ont pas voulu être publiés, dont j'ai respecté leur anonymat aussi. Par contre, le représentant résident des Nations Unies et l'ambassadeur du Sénégal m'ont ouvert toutes les portes dont j'avais besoin pour pouvoir collecter des informations chez des anciennes victimes. Je pense comme ça, je les appelle maman parce qu'elles sont d'un âge quand même respectable. Je pense à maman Odette, à maman Concilie, qui n'ont pas hésité à réouvrir leurs blessures pour moi. Et j'ai pu voir au travers de leurs témoignages combien ça pouvait être difficile, mais aussi libérateur d'en parler. Oui. Alors, pour ce qui est pensez-vous que le capitaine Mbaye est suffisamment aujourd'hui reconnu au Rwanda, en Afrique, en disant aussi le Sénégal, mais aussi au niveau international pour cette bravoure-là? Au Rwanda, oui. Au Sénégal aussi. Par contre, en Afrique, très peu. J'ai eu des réactions lorsque le documentaire a été publié sur ma chaîne YouTube. Des gens qui me disaient qu'ils ne connaissaient pas cette histoire, que c'était une histoire mal connue. Et même en Europe, parce qu'actuellement, je fais de la recherche en France, même en Europe, les gens m'ont dit « Ah, voilà une belle histoire qu'on ne connaissait pas ». Donc je pense que mon travail, s'il contribue à vulgariser cette histoire, mais surtout à permettre aux gens de comprendre et de connaître qui était le capitaine Mbaye Diagne, alors j'aurais réalisé un de mes objectifs. Justement, mais c'est pour ça que j'allais poser cette question par rapport au terme « faire mémoire ». Faire mémoire d'un héros comme lui dans une époque aujourd'hui marquée par l'indifférence ou l'oubli. Comment est-ce qu'on peut pouvoir justement apporter cette touche, notre pierre à l'édifice pour justement ne pas faire un oubli? C'est déjà nous en tant que journalistes, Michel, en faisant notre travail de journaliste, en étant j'ai envie de dire, des scripts de l'histoire au quotidien, en rappelant aux gens, voici, il a existé. C'est vrai, il existe une journée Mbaye Diagne, mais ce n'est pas que ça. Voici son œuvre, voici ce qu'il a fait. On le met en image au travers de ce documentaire. Il est mis sous écrit au travers des livres qui ont été publiés par différents auteurs. Mais nous avons ce travail de mémoire, c'est une obligation de notre fonction. Oui. Sur, je dirais, le plan personnel et intime, personnellement, toi, en tant que Christelle, comment cette histoire t'a personnellement transformée, je dirais? Elle a transformé mon quotidien. Elle a transformé mon quotidien. Je suis encore plus consciente aujourd'hui de la richesse que c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi, mais surtout d'accepter les gens comme ils sont. Ça, c'est devenu un leitmotiv, c'est devenu une discipline de vie
mais surtout à me dire chaque jour, je peux mieux faire. Chaque jour, en tant que journaliste aussi, pas que sur le plan professionnel, chaque jour, je peux choisir de dénoncer avec responsabilité. Je peux choisir de dire des choses pour que ça change. Alors, si je n'arrive pas à marquer mon passage sur Terre, à marquer mon passage dans la profession de journaliste, alors je n'aurais rien fait. Justement. Avez-vous l'intention de diffuser, je dirais plus largement, ce documentaire pour ceux qui n'ont pas connu ce capitaine, je dirais sur les chaînes africaines par exemple, sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple? Ben déjà, il existe, il est bien présent sur ma chaîne YouTube. Oui. D'accord. Et c'est très facile. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est le capitaine Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur 4 documentaires et un des 4, c'est le mien. Parce que justement, il n'existe pas assez de ressources sur cette histoire, sur cette merveilleuse histoire africaine à raconter. Il y a des chaînes qui m'ont contacté, ils m'ont demandé l'autorisation de diffuser. Et je leur ai donné cette autorisation-là parce que j'estime que c'est une histoire qui doit être su. Qui doit être su, mais aussi peut-être éduquer la jeune génération. Que peut-on dire par rapport à ce documentaire qui peut contribuer à l'éducation, mais aussi le devoir de mémoire et le courage moral pour les jeunes, plutôt? Ben, vous l'avez dit, le devoir de mémoire, le courage moral, l'engagement, le sens de l'éthique et de la responsabilité, la bravoure, l'amour de l'humanité, parce qu'au-delà de tout, l'histoire de Mbaye Diagne, c'est une histoire d'amour. Oui. Alors, si vous pouviez parler, Christelle, au capitaine Diagne, que lui diriez-vous? si on pouvait. Ben, je lui ferais d'avoir un sourire. Et puis, je lui dirais merci. Merci d'avoir donné cette leçon à l'humanité. Merci d'avoir sauvé tant de vies. Merci de m'avoir permis d'être la passeuse de cette histoire. De tels bons mots. Nous achevons cette interview. Merci Christelle. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision du Cameroun. Oui. Et je pense que ce documentaire est vraiment nécessaire. Pour nous aussi, les Rwandais, nous devons garder ce devoir de mémoire sur la plateforme de Christelle. C'est Christelle? Christelle Avom. Et Christelle avait un L et E. D'accord. Vous pouvez retrouver ce documentaire intitulé Mbaye Diagne, un héros venu d'ailleurs. Merci en tout cas Christelle d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel. Tout à l'heure, place à Kwibuka. Place à Kwibuka, le ministère de l'administration publique condamne les pratiques négatives de l'idéologie du génocide qui continue d'être observée parmi certains de ceux qui purgent des peines prononcées par les tribunaux et parmi les citoyens qui persécutent les survivants du génocide. Cela faisait partie d'un événement commémorant la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis qui a eu lieu dans le district de Luhango, secteur de Mbuye. La commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis dans l'ancienne commune de Tamré a eu lieu au mémorial de Mayunzgwe dans le secteur Mbuye sur la colline Nzalatsi. C'est une montagne qui a été appelée Calvaire ou Bambiro à cause d'un chemin de croix que les Tutsis qui y sont réfugiés ont emprunté et ont été tués par les Interahamwe. Nyiratamo Drossel est l'une des rares personnes qui a survécu le 1er juin lorsque les Inhontagni sont arrivés à Mayunzgwe lors de la cérémonie de commémoration des victimes du génocide. 4 corps ont été enterrés, récemment retrouvés dans les champs des habitants de cette colline. Ceux qui ont enterré leurs proches avec dignité 31 années après l'arrêt du génocide disent être en paix avec leur cœur, mais souhaitent que d'autres corps qui n'ont pas encore été retrouvés soient identifiés. Le ministre de l'administration publique, le docteur Mudienzi Patrice, a appelé ceux qui ont purgé leur peine et qui sont retournés à la vie normale, ainsi que les autres citoyens, à
s'abstenir de tout acte de harcèlement contre les rescapés du génocide à Mbouye et ailleurs dans le pays. Les survivants de Mbouye dans le district de Luhango affirment que malgré une période difficile et la perte de leurs parents, enfants, amis et proches, ils ont continué à avancer et à se reconstruire grâce à la bonne gouvernance du pays. À ce jour, le cimetière de Mayunzgwe compte 5022 corps enterrés, y compris ceux enterrés ce dimanche.